Le ciel flamboyant de Marseille colorait l'autoroute, alors que Camille roulait tranquillement, savourant le silence et le confort simple de ce retour à la maison. À 7 heures du soir, la lumière semblait presque dorée sur l'asphalte, et fenêtre entr'ouverte, elle profitait du vent doux qui effleurait son visage. Il y avait quelque chose de reposant dans ses trajets habituels, presque routiniers, qui lui permettait de faire le vide après une longue semaine de travail à l'hôpital. Elle connaissait chaque panneau, chaque virage sur cette portion de route qui serpentait vers les quartiers plus calmes de la périphérie. Soudain, une sirène retentit derrière elle, brisant la tranquillité du moment. D'abord, Camille eut juste un léger sursaut, se disant que les gendarmes poursuivaient sûrement un excès de vitesse ou une simple infraction. Pourtant, ce son semblait se rapprocher, déterminé, et bientôt, des gyrophares bleus illuminèrent l'intérieur de sa voiture. Même sans regarder dans le rétroviseur, elle sentit une tension monter dans l'air. Elle décida de se ranger calmement sur le bas-côté, reproduisant les gestes qu'elle connaissait bien, clignotant, frein doux, mains solidement posées sur le volant. Alors qu'elle attendait, sa respiration se fit plus lente, maîtrisée. Camille n'était pas du genre à paniquer. Elle avait appris avec le temps à garder la tête froide, peu importe la situation. Pendant qu'elle observait la scène, un uniforme sombre s'approcha lentement de sa voiture. Le pas était rigide, presque mécanique. C'est surtout le regard de la policière, Claire, qui attira tout de suite son attention. Le visage fermé, le menton haut, elle affichait une lueur froide dans ses yeux, à la fois distante et menaçante. Quelque chose clochait. Camille le ressentit au fond. D'elle, ce n'était pas une intervention ordinaire. Le silence devenait lourd, presque oppressant, seulement rythmé par le cliquetis du moteur encore chaud. Il lui parut immédiatement clair qu'il ne s'agissait pas d'un simple contrôle. Face à Claire, la soif de comprendre la situation l'emporta sur la peur. Dans cet instant suspendu, Camille prit conscience qu'un engrenage insidieux venait peut-être de s'enclencher, dont elle ne connaissait encore ni les règles ni les conséquences. L'approche fut directe, presque glaciale, sans le moindre « bonsoir » ni geste cordial. Claire, debout près de la portière, lança avec un ton sec « Vos papiers, s'il vous plaît ». Son regard restait fixé, presque perçant, comme si elle cherchait la moindre hésitation pour s'en saisir. Camille sortit lentement sa carte d'identité et son permis, évitant tout geste brusque, et les tendit sans un mot. Au lieu de la rassurer, ce manque de chaleur rendait la scène plus oppressante. Chaque question tombait, courte et précise. « Vous revenez d'où ? Vous transportez quelque chose d'inhabituel ? Pourquoi passer par ici à cette heure ?» Il n'y avait aucune place à la discussion. Tout était sous-entendu. L'interrogatoire n'était pas anodine. Sans attendre la fin de ses réponses, Claire se pencha pour inspecter l'habitacle. Du regard, clairement à l'affût du moindre détail suspect. Avant même que Camille n'ait le temps de demander la raison de cette insistance, un deuxième policier approcha. Un grand type aux cheveux bruns, Paul, connu dans le commissariat, pour son sérieux, presque intimidant lui aussi. Il n'adressa pas un mot à Camille, se contentant de hocher la tête à Claire, comme s'il suivait une sorte de routine bien rodée. Dès son arrivée, Paul ouvrit le coffre d'un geste ferme. Tous ses mouvements étaient efficaces, sans hésitation. Ensemble, ils entamèrent la fouille, se passant des instructions à voix basse, parfois se lançant des regards lourds de sous-entendus. L'intérieur du coffre fut scruté minutieusement, chaque sac, chaque boîte déplacée puis replacée. Paul vérifia même sous la roue de secours, fouillant sans ménagement, alors que Claire notait quelque chose sur un petit carnet noir. Camille, immobile dans la lumière bleutée des gyrophares, se sentait comme prise au piège dans un film dramatique. Les deux policiers étaient parfaitement synchronisés, semblant exécuter une chorégraphie qui dépassait le simple contrôle de routine habituel. Ils échangeaient quelques mots rapides à voix basse, trop bas pour qu'elle comprenne, et, à chaque pause, leurs yeux revenaient vivement sur elle, comme pour guetter une réaction, une faille, une preuve involontaire de culpabilité. C'était clair.
La tension n'était plus celle d'une simple vérification, mais bien d'un jeu où les règles lui échappaient complètement. Soudain, sans le moindre avertissement, Paul redressa la tête du coffre et déclara d'une voix sèche « Nous avons trouvé de la cocaïne ». Ces mots tombèrent comme un couperet dans la nuit, résonnant entre les gyrophares et la chaussée déserte. Camille sentit un frisson glacé traverser son dos, mais son visage resta impassible. Elle ne laissa rien transparaître, pas la moindre panique ni surprise, même si son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle avait travaillé tant d'années à garder le contrôle de ses émotions, surtout lors de ses missions sous couverture pour plusieurs associations, qu'elle savait maintenant parfaitement masquer toute réaction. Claire observait Camille avec insistance, son regard cherchant la moindre faille, la moindre réaction de culpabilité. Mais Camille resta droite, les épaules légèrement relevées, le menton bien haut. Elle scrutait les deux policiers en silence, analysant chaque geste, cherchant à comprendre si tout cela n'était qu'une mise en scène ou une terrible erreur de procédure. Au fond d'elle, pourtant, la vérité commençait déjà à s'imposer. Il n'y avait rien d'accidentel dans cette découverte. Les questions pressantes, la fouille méthodique, les regards complices, tout était orchestré. Paul montra un petit sachet plastique qu'il tenait du bout des doigts, bien en vue, comme pour s'assurer que Camille ne pourrait nier la preuve. Pourtant, elle savait qu'aucune substance n'avait sa place dans ces affaires. Cette accusation, aussi brutale qu'injuste, résonnait comme une trahison de la part de ceux qui devaient la protéger. L'atmosphère, déjà lourde, devint subitement électrique. Les mots coulaient, froids et accusateurs, mais Camille, elle, ne broncha pas. Tout, dans sa posture et dans ses yeux, disait son refus total d'entrer dans ce mauvais jeu. Elle pensa à tout ce qu'elle avait appris en vivant sous d'autres identités, à cette force de ne jamais céder devant l'oppression. Son regard, posé, distant, démontrait une maîtrise totale d'elle-même. Elle savait qu'à partir de maintenant, l'histoire pouvait basculer. Mais dans ce théâtre où des policiers jouaient le rôle d'accusateurs, Camille se promit de ne pas leur offrir la satisfaction de la voir flancher, ni même d'essayer de se justifier avec de simples mots. Menottée, Camille fut tirée hors de sa voiture, la gorge serrée et les poignets douloureux sous l'étreinte métallique. Les lumières des gyrophares s'effaçaient derrière elle, tandis que Paul et Claire la guidaient sans un mot jusqu'à la voiture de service. Chaque pas la rapprochait d'un environnement bien plus sinistre que la scène du bord de route. En quelques minutes, elle se retrouva dans les couloirs froids du commissariat du Panier, un vieux bâtiment gris, fameux dans tout Marseille pour son bruit, ses odeurs et la rudesse de ses murs. En entrant, le grincement de la porte métallique lui donna des frissons. Le bourdonnement des gardiens, mêlé aux ordres secs et à la mécanique des procédures, créait une ambiance presque irréelle. On vida ses poches, on lui confisqua son portable, ses lacets, même son élastique à cheveux, le tout transmis de mains gantées en formulaires anonymes. Les visages qui l'entouraient étaient fermés, uniquement concentrés sur la prochaine case à cocher. Aucun regard de compassion, juste une efficacité glaciale se dissimulant derrière le masque de la routine. Camille, cependant, refusait de se laisser submerger. Dans le silence imposé par ses geôliers, elle observait attentivement chaque nom inscrit sur un badge, chaque détail d'un uniforme, chaque accent dans une voix. Elle mémorisait à la fois l'attitude du jeune gardien à la barbe naissante et la manière dont la secrétaire aux cheveux poivre et sel évitait de croiser son regard. Comme par réflexe, elle notait tout, un visible carnet mental bien rempli, car elle savait mieux que quiconque que c'est dans ces détails que se cache parfois la clé pour survivre et s'en sortir. La cellule où on la plaça n'était qu'un minuscule espace glacé. Les murs défraîchis sentaient de l'humidité, fourmillant de noms gravés par d'autres mains avant elle. Assise sur une paillasse dure, Camille sentit tout le poids du système, cette mécanique implacable qui cherche à broyer toute résistance sous le poids de la norme et des règlements. Pourtant, elle puisait dans chaque humiliation intime, dans chaque minute d'attente, une force nouvelle,
Chaque revers était l'occasion de renforcer sa détermination. Cette nuit-là, elle fit le serment de transformer sa douleur en arme et de résister, même dans le lieu le plus hostile, là où tout semblait déjà joué. Dans la cellule partagée, le temps semblait s'étirer à l'infini, comme si chaque minute prenait 1 heure à passer. Le plafonnier produisait une lumière vacillante, dessinant sur les murs sales des ombres qui bougeaient lentement, rythmées par le cliquetis monotone des clés et le froissement de vêtements râpés. Parfois, des éclats de voix résonnaient dans le couloir, suivis de bribes de conversation étouffées par les murs épais. Camille resta attentive à ces sons, cherchant à saisir le moindre indice sur la vie derrière les barreaux. Elle n'était pas seule. 2 autres femmes partageaient la cellule avec elle. Nora, une Marseillaise d'une 40aine d'années, à l'allure fière malgré sa fatigue, et Sonia, toute jeune, à peine majeure, dont les yeux vifs montraient plus de peur que d'agressivité. Chacune portait sur elle les traces discrètes de son histoire, gestes hésitants, regards fuyants, sourires en coin ou épaules voûtées. Les échanges étaient rares au début, juste quelques mots chuchotés à propos du repas médiocre ou pour demander l'heure, qui de toute façon n'avait plus grande importance ici. Camille, elle, gardait le silence, préférant observer les dynamiques en jeu. Elle scrutait le balai des surveillantes lorsqu'elle passait devant la porte, la façon dont l'une traînait toujours un pied, l'autre qui jetait un coup d'œil trop appuyé à l'intérieur, sans jamais adresser la parole. Son esprit travaillait sans répit. Elle imaginait des chemins, calculait le temps d'ouverture des portes, repérait les caméras mal orientées, anticipait les rondes. Même piégée entre 4 murs, elle accumulait ces informations comme des pièces de puzzle dont elle ignorait encore l'image finale. L'hostilité du lieu, les humiliations discrètes ou évidentes, les fouilles surprises, les cris venus d'une autre cellule n'étaient pour elle que des obstacles à franchir avec froideur. Elle refusait de laisser la peur ou le découragement prendre le dessus. Derrière son immobilité apparente, une détermination brûlait toujours. Pour elle, la cellule n'était qu'un passage forcé, une épreuve qui la forgerait encore, plus durement pour la suite. Camille gardait une conviction solide. Son objectif, cette vérité plus vaste que sa propre histoire, valait toutes ces heures d'attente et de silence. Sa connexion avec Julien, le membre le plus fiable de l'organisation Méditerranée solidaire, était momentanément coupée. D'après leur code strict, il ne devait entrer en contact que le lundi suivant, histoire d'assurer la sécurité et la discrétion des échanges. À cet instant, ce qui la protégeait d'habitude, toute cette couverture bien organisée, se retournait contre elle. Chaque couche de précaution devenait un obstacle de plus. Camille avait l'habitude de changer d'itinéraire, d'utiliser certains signaux pour communiquer, mais elle n'avait jamais prévu de tomber dans un piège aussi grossier, monté par ceux qui auraient dû garantir la justice. Assise sur la paillasse, elle repassait en boucle les derniers événements. Elle se demandait quand exactement les choses avaient commencé à mal tourner. Était-ce un message envoyé au mauvais moment? Un mouvement trop visible suivi par quelqu'un de l'équipe adverse? Peut-être son trajet vers le vieux port pour retrouver son contact était-il surveillé depuis le début. Elle s'en voulait d'avoir retenu cette part d'imprévu. Surtout, Camille regrettait de ne pas avoir prévenu directement Julien de son déplacement inhabituel. Il aurait compris, aurait su quoi faire et surtout aurait senti que quelque chose n'allait pas. Le silence de la cellule se faisait de plus en plus pesant. Au fond, la peur de l'oubli gagnait du terrain. Elle songeait à la possibilité très concrète d'être laissée là, sans nouvelles, sans secours, rayée pour de bon du jeu par une manigance trop bien rodée. Pourtant, Camille savait que céder à la panique n'arrangerait rien. Elle tenta alors de concentrer son esprit sur des éléments pratiques. Chacune de ses décisions à venir devait être réfléchie, calculée, quitte à prendre des risques plus grands que d'ordinaire. Les autres détenus, semblant deviner cette tension interne, évitaient de poser des questions. Il n'y avait ni solidarité aveugle, ni suspicion marquée, juste un respect silencieux de la distance.
Camille comprenait que, dans ce genre d'endroit, chacun, à sa manière, devait sa survie à sa prudence. Pourtant, isolée par son secret, elle se sentait vulnérable pour la première fois depuis des années. Pas le droit à l'erreur, pas cette fois-ci. Elle se promit d'être prête, quoi qu'il advienne, dès qu'une infime ouverture se présenterait. Le lendemain matin, à l'heure où le soleil peinait à percer la poussière des barreaux, une surveillante frappa à la porte et appela son nom. Camille fut conduite jusqu'à une petite pièce où l'attendait son avocat commis d'office. Un homme d'une 50aine d'années, les cheveux poivre et sel, costume froissé, il s'appelait Hervé. Son regard fuyant et son soupir discret suffisaient à comprendre qu'il en avait vu d'autres, et pas des plus réjouissantes. Il posa un dossier mince sur la table, puis, sans même lever la tête, entama la conversation sur un ton neutre, presque automatique. Il lui lut rapidement les chefs d'accusation, sans prendre la peine de vérifier son incompréhension ou la justesse des faits. Hervé s'arrêta parfois, griffonnant une note, mais sans jamais demander à Camille comment elle se sentait vraiment, ou ce qu'elle avait à dire pour sa défense. Camille tenta de lui raconter les circonstances de son arrestation, insistant sur la fouille étrange, la rapidité suspecte avec laquelle la preuve avait été trouvée et les incohérences de cette histoire. Hervé hochait la tête par réflexe, sans écouter vraiment. « Je vois de... toute façon ici c'est compliqué », lança-t-il une fois d'un ton lassé. Ce fatalisme la frappa de plein fouet. C'était comme si le système avait avalé tout espoir, avant même l'arrivée des prévenus. Le défenseur, censé être son allié, semblait déjà résigné à une peine. Pour lui, c'était un dossier parmi tant d'autres, une affaire, sans relief, qui ne valait sans doute pas la moindre énergie supplémentaire. Face à ce découragement affiché, Camille sentit sourdre une révolte froide. Ce n'était pas la première fois qu'elle devait compter uniquement sur elle-même, mais ici, l'absence totale d'appui rendait la tâche bien plus rude. Elle comprit qu'il serait inutile d'attendre une révélation providentielle de la part de ce système, d'Hervé ou de qui que ce soit d'autre. S'appuyer sur d'autres ici, c'était comme jeter une bouteille à la mer sans espoir de réponse. En sortant de l'entretien, escortée à nouveau dans le dédale du commissariat, elle rassembla alors toute son énergie pour préparer ses prochaines initiatives. Plus question de chercher de l'aide, Camille allait s'organiser, trouver elle-même la faille par où l'espoir pouvait encore s'infiltrer. Le lendemain matin, tout recommença avant même que Camille ait le temps d'ouvrir complètement les yeux. 2 gardiennes vinrent la chercher, à peine le temps d'avaler une gorgée d'eau au robinet de la cellule. Cette fois, aucune trace de son avocat. Elle fut conduite dans une autre pièce, petite mais baignée d'une lumière blafarde. H.E. L'intérieur l'attendait Claire et Paul, les policiers qui l'avaient arrêté la veille. Leur attitude avait changé. Ils affichaient comme un air satisfait, presque triomphant, et posèrent devant elle son téléphone crypté, soigneusement placé à côté d'un sachet contenant ce qu'ils appelaient désormais la preuve. Le principal, Paul, assis de l'autre côté de la table, commença par énoncer de façon ferme les allégations, détaillant ce qu'ils affirmaient avoir trouvé et répétant leurs questions sur ses contacts et ses déplacements des derniers. Un jour, Camille sentit le piège se refermer, mais elle ne trembla pas. Au lieu de céder au jeu de l'intimidation, elle choisit de répondre avec une maîtrise calme, prenant même l'initiative de retourner le questionnement. Elle s'enhardit à questionner la chronologie des fouilles, demanda pourquoi elle n'avait pas pu appeler son avocat quand ses effets personnels avaient été saisis, fit remarquer le manque de témoins lors de la découverte du sachet. Claire haussa un sourcil, surprise que Camille ose lui rendre l'appareil sur ce terrain. Chaque fois que les policiers tentèrent de renforcer leur position, Camille glissait une question précise sur leur méthode ou la régularité du dossier. Petit à petit, dans cette atmosphère tendue, la confiance affichée par Paul commença à s'effriter. Il se repliait sur ses notes, jetant parfois un regard inquiet à sa collègue, comme s'il craignait qu'un faux pas ne soit relevé devant d'autres instances.
Camille sentait que, dans ce duel, le plus important n'était pas de convaincre les policiers eux-mêmes, mais d'éroder la solidité de leur narration, d'insinuer le doute. Jamais agressive, elle jouait la carte de l'ironie discrète et des allusions aux droits fondamentaux qui déstabilisaient clairement ses interlocuteurs. Elle savait que chaque fissure dans leur assurance pouvait se transformer plus tard en avantage pour elle. Alors que l'entretien avançait, Camille réussit presque à reprendre le contrôle du rythme, imposant ses silences et ses remarques. Au fond, elle comprenait que c'est dans cette bataille de nerfs et d'intelligence que résidait désormais sa meilleure chance de s'en sortir. Alors que Camille était reconduite vers sa cellule, elle croisa dans le couloir un jeune policier qu'elle n'avait vu que brièvement la veille. Il s'appelait Bastien, et son visage ne trompait pas. Derrière ses yeux clairs, on lisait la gêne et l'inconfort. Il détourna le regard un peu trop tard, comme s'il s'efforçait d'effacer une émotion déjà trahie. Pendant une fraction de seconde, il sembla vouloir dire quelque chose, mais il se contenta d'hocher la tête d'un geste maladroit, tout en pressant le pas. Pour Camille, ce bref échange fut loin d'être anodin. Ce genre de détail, elle, ne le ratait jamais. De retour dans le couloir vétuste, baigné de néons tremblotants et d'odeurs de renfermés, Camille analysa mentalement ce qui venait de se passer. Bastien n'était pas du genre à cacher ses émotions, ou alors il était suffisamment épuisé pour ne plus y parvenir. Dans un environnement aussi verrouillé et exigeant que cette brigade marseillaise, il suffisait d'un rouage moins bien huilé pour que tout le système grince. Bastien représentait peut-être ce point de bascule inattendu. Les souvenirs de ses réactions revenaient le hanter, sa voix hésitante la veille, une phrase coupée en plein élan lors de la fouille initiale, le regard fuyant à l'annonce des preuves trouvées. Camille, qui avait toujours survécu grâce à son sens aigu de l'observation, commença à recomposer la carte de ses fragiles possibilités. Elle se mit en tête de repérer, lors des allers-retours et des mini-scènes du quotidien carcéral, chaque mimique trahissant la peur ou le doute chez Bastien. Un sourire gêné ou un mot prononcé trop vite devenait, entre ses mains, une minuscule arme. Elle guettait ses failles invisibles, sachant que la solidarité totale entre les policiers, souvent affichée aux yeux de tous, n'était jamais exempte de fissures. En regagnant la cellule, elle repensa au pas nerveux du jeune policier. Bastien était sûrement encore novice dans ce rôle, peut-être mal à l'aise face à la dureté de ses collègues. Elle croyait déceler en lui une certaine humanité, rare dans un lieu où les gens préféraient ne rien voir ni entendre. L'idée qu'il puisse tôt ou tard hésiter à suivre l'ombre du groupe plutôt que sa propre conscience ralluma une petite flamme d'espoir. Pour Camille, cette promesse timide d'une faille dans le système n'était pas à négliger, et elle garda cela en tête en réfléchissant à ses prochains mouvements. Après le passage dans le couloir et le court échange de regards avec Bastien, Camille retrouva la cellule, le cœur battant, mais sans laisser paraître la moindre agitation. Quand la porte se referma avec le grincement habituel, elle s'assit sur sa paillasse, ramenant les genoux contre sa poitrine, comme pour mieux réfléchir. La nuit commençait à tomber, et avec elle, les souvenirs reprenaient forme dans l'obscurité, rassurante de la chambre minuscule. Camille laissa son esprit remonter le fil des années passées au sein de Méditerranée solidaire, l'organisation qui lui avait appris à survivre dans l'ombre. Elle se revoyait lors de ses premières missions, souvent tremblante, sans rien en montrer, apprenant vite que dans ces milieux dangereux, le plus important n'était pas de briller, mais de disparaître. Chaque opération d'infiltration n'avait jamais eu grand-chose à voir avec les scènes de courage vues dans les films. C'était surtout une question de patience. Savoir attendre le bon moment pour agir, ronger son frein des heures durant lorsque l'adrénaline poussait à réagir trop tôt et accepter de se faire oublier pour mieux survivre. Camille se souvenait de ces longues journées d'observation cachées durant de nombreuses heures dans des appartements ou des entrepôts, observant ses cibles avant même qu'elles ne sachent qu'une présence les guettait.
Elle avait joué tant de rôles qu'elle en avait perdu le compte. Tantôt bénévole naïve dans une association marseillaise, tantôt infirmière de passage ou simple passante qui semblait avoir perdu son chemin. Les identités défilaient dans sa mémoire comme une galerie de portraits. À chaque fois, la règle était la même: laisser ses propres émotions de côté, se fondre dans la masse, devenir invisible à force de discrétion. Cette capacité à s'effacer, à ne jamais attirer l'attention, c'était devenu aussi naturel que respirer. Allongée dans la cellule en silence, Camille en tirait une forme d'assurance. Ici, au cœur d'un commissariat où chaque faux pas pouvait coûter cher, la patience et l'humilité reviendraient lui servir de bouclier. Il ne s'agissait plus d'agir de front, ni de provoquer l'autorité, mais d'attendre, d'observer, de faire confiance à l'art de disparaître au bon moment. Dans cette nuit sans fin, elle savait que la force viendrait essentiellement de sa capacité à n'être qu'un détail parmi tous les autres. Seule dans l'obscurité, Camille réalisa que c'était justement cette discipline, patiemment acquise lors de ses missions passées, qui pouvait la sauver à présent. Dans la pénombre de la cellule, alors que les voix des autres détenus s'éteignaient, Camille laissait son esprit relier les fils épars de ce qu'elle savait déjà du fonctionnement sombre de Marseille. Depuis son arrivée dans cette ville, elle avait perçu qu'un système pourri, fait d'arrangements silencieux, pesait sur les épaules de ceux qui n'avaient ni nom ni pouvoir. Ce n'était plus seulement une intuition. À force de conversations, arrachées à la machine à café, de regards échangés dans les couloirs ou de rapports informels glissés lors de réunions de Méditerranée solidaire, le puzzle commençait à prendre forme sous ses yeux fatigués. Elle se revit 6 mois plus tôt, dans la bibliothèque déserte d'un centre social du quartier du Panier, déchiffrant des dossiers confidentiels qu'on avait réussi à récupérer sur les pratiques policières du département. Le nom de Claire, cette policière que Camille avait affrontée la veille dans la salle d'interrogatoire, revenait souvent, associée à des affaires classées sans explication. Chaque fois, le même schéma: arrestation douteuse, preuve opportunément égarée au moment des recours et victime relâchée ou transférée loin des projecteurs sans jamais obtenir justice. La confrontation de la veille, sa froideur et ses méthodes trop sûres d'elle, tout cela avait à présent une résonance particulière. Camille comprit que son arrestation n'avait rien d'un concours de circonstances. Dans sa tête, elle dressait la carte de ses forces invisibles. Entre les différents arrondissements marseillais, des rumeurs circulaient sur des brigades spéciales qui privilégiaient la rapidité à la vérité, sacrifiant l'équité au nom du maintien de l'ordre. Camille pensa à ces autres victimes croisées dans les salles d'attente du commissariat ou lors de distributions organisées par son association. Jeunes exilés, mères isolées, bénévoles trop curieux. Les témoignages se ressemblaient étrangement, révélant une habitude bien ancrée de couvrir les bavures et d'enterrer les fautes par manque de contrôle ou, parfois, par complicité. Ce qui, jusque-là, aurait pu rester un simple dossier et traité pour Méditerranée solidaire, prenait soudain une autre tournure. C'était devenu intime, urgent. Pour Camille, chaque morceau d'information accumulé, chaque regard croisé dans les couloirs révélait qu'un réseau de manipulation bien rodé s'étendait bien plus loin qu'une simple erreur de procédure. Elle sentit en elle une colère froide, prête à tout faire pour mettre au jour ses mensonges. Le matin du procès arriva, rythmé par les portes qui claquaient et les voix monocordes d'agents déjà fatigués. On fit marcher Camille menottée dans un couloir trop large et trop vide, les pas résonnant sous la lumière artificielle du tribunal de Marseille. Depuis sa cellule jusqu'à la salle d'audience, elle avait eu le temps de répéter ses arguments, mais, une fois devant la porte, tout sembla soudain s'éloigner, comme si la scène s'était écrite sans elle. Le juge, un homme dénommé Gérard, portait la lassitude d'années passées à classer des dossiers en attente de retraite plus qu'à défendre une quelconque justice. Même son regard, en balayant la salle, montrait qu'il espérait finir rapidement.
Camille fut installée au centre, menottée, face à Claire et Paul. Eux n'affichaient aucune inquiétude, comme s'ils attendaient juste la validation d'un scénario déjà joué maintes fois. Leur posture droite et sûre d'eux contrastait avec la silhouette tassée d'Hervé, son avocat, commis d'office, visiblement résigné et silencieux, les yeux rivés sur le dossier posé devant lui. On aurait dit une scène figée, presque mécanique, où chaque rôle était distribué d'avance. Le greffier, presque sans lever la tête, commença à lire les chefs d'accusation. À chaque assertion, on mélangeait une pincée de faits réels tirés de la vie de Camille à des interprétations bancales et des omissions gênantes. Le dossier la présentait comme bien plus dangereuse qu'elle ne l'avait jamais été. Aucun détail favorable n'était mentionné. Il n'y avait place que pour des certitudes taillées sur mesure. À aucun moment Camille n'eut l'impression que son propre récit allait être entendu. L'audience suivait une cadence rapide, on sentait presque l'empressement de chacun d'en finir avant la pause déjeuner. Autour d'eux, le climat ressemblait à celui d'un spectacle dont le public aurait déjà choisi le coupable, avant d'écouter le moindre mot de la principale intéressée. D'ailleurs, même lorsque Camille fut invitée à répondre, Gérard posa plus de questions par obligation que par intérêt réel. On expédiait les points techniques, on parlait fort pour que tout le monde reste bien dans la trajectoire décidée à l'avance. Pour un observateur extérieur, tout semblait dans l'ordre, comme il fallait, alors que toute la mise en scène cachait un immense vide de justice et de considération humaine. Camille sentit que, pour prouver son innocence, il faudrait bien plus qu'un simple témoignage. Il faudrait briser le mur d'indifférence qui régnait dans la pièce. Pendant que Claire exposait sa version d'une intervention, soi-disant irréprochable, Camille écoutait sans rien laisser paraître. Elle saisissait chaque erreur, chaque hésitation dans le récit, repérant les petits glissements de langage qui trahissaient une construction trop parfaite. Claire appuyait sur le professionnalisme d'une équipe qui prétendait simplement faire son devoir, omettant avec soin chaque élément qui pouvait suggérer une ambiguïté. Parfois, elle insérait des détails qui n'avaient pas été mentionnés lors de l'enquête préliminaire, comme si son histoire s'ajustait à la volée pour convenir au décor du tribunal. Puis vint le tour de Paul. Son témoignage était plus prudent, moins assuré que celui de sa collègue. Il évitait le regard de Camille, fixant un point imaginaire au fond de la salle, sa voix légèrement tremblante par moments. C'était évident qu'il n'était pas à l'aise, que la version officielle à défendre ne tenait debout que parce qu'il s'était mis d'accord en coulisses. L'air dans la salle devenait lourd à mesure que le récit avançait, où chaque détail soufflé à mi-voix semblait composer une sorte de chorégraphie que tout le monde avait apprise sans jamais vraiment la croire. Camille comprit qu'elle était entourée de gens parfaitement conscients de la fiction à laquelle ils prenaient part. Elle n'était pas dupe. Même le juge Gérard, derrière son masque d'autorité, semblait exécuter une routine apprise, validant chaque geste, chaque parole, sans jamais s'interroger sur la logique globale. La salle d'audience s'était transformée en théâtre, chacun dans son rôle. Les policiers défendaient leur position, Gérard tranchait, Camille attendait le moment où elle pourrait sortir du moule qu'on lui imposait. Mais quelque chose changeait dans l'air. Camille sentait la tension chez Paul monter, sa nervosité palpable, une hésitation de sa part, un mot de trop ou de travers, et la vérité risquait de percer à travers la surface lisse du récit. C'est alors que Camille décida d'intervenir, non pour contredire frontalement, mais pour semer le doute, talent hérité de ses années d'observation et d'adaptation. Avec calme, elle commença à poser des questions, à relever les contradictions, à parler des longues heures d'attente, des incohérences dans la confiscation de ses affaires. Son attitude inattendue venait fissurer la pièce, et le spectacle bien huilé risquait cette fois de déraper. Tout le monde croyait encore contrôler la scène, mais l'équilibre fragile de l'audience vola soudain en éclats. La porte s'ouvrit brusquement, interrompant les échanges tendus. Dans un silence absolu, Sophie entra.
Elle était connue pour ne pas se laisser impressionner. Et ce jour-là, encore moins que d'habitude. Son entrée imposa un calme étrange. Même le juge Gérard redressa la tête, visiblement surpris de la voir ici, sans avoir été annoncé. Avec l'assurance tranquille de ceux qui ont l'habitude de bousculer l'ordre établi, Sophie posa un dossier épais sur le pupitre, fit un signe bref à l'huissier, puis fixa la salle d'un regard qui n'attendait pas d'approbation. « Je demande à la Cour de considérer ces nouveaux éléments », annonça-t-elle simplement. Son ton ne laissait aucune place à l'objection. Elle ouvrit les documents, révélant des feuilles marquées du sceau du ministère de la Justice et lut quelques extraits à voix haute. À mesure qu'elle dévoilait leur contenu, l'ambiance changeait du tout au tout. Certains paragraphes citaient des témoignages récoltés dans d'autres commissariats marseillais et même des enregistrements que personne n'avait osé évoquer jusque-là. Ces preuves montraient sans détour des irrégularités, l'absence de procédure légale dans plusieurs interventions de Claire et Paul, voire des falsifications dans les rapports, autant d'éléments qui ruinaient la version officielle. Exposée ce matin-là, le silence était devenu pesant, presque douloureux. Dans la salle, on percevait la gêne soudaine de Claire, qui serrait les dents sans pouvoir conserver le masque confiant de tout à l'heure. Paul, lui, semblait s'enfoncer encore davantage dans son siège, incapable de soutenir le regard de Sophie. Même le juge Gérard paraissait avoir perdu le fil du scénario que tout le monde jouait. Chaque nouvel élément lu par Sophie éloignait encore un peu plus la possibilité d'un verdict bâclé. La tension gagna la galerie. Un léger murmure monta, repris par quelques avocats et membres du public. Sophie continuait, implacable, appuyant méthodiquement sur tous les points faibles du dossier de l'accusation. En l'espace de quelques minutes, le pouvoir venait de changer de camp. Ceux qui semblaient dominer la pièce constataient, impuissants, que le sol se dérobait sous leurs pieds. Camille, en silence, sentit une vague d'espoir l'envahir devant cette scène improbable. Le spectacle venait de basculer, et la vérité reprenait enfin sa place au centre du jeu. Dans les coulisses du tribunal, tout avait été préparé en secret depuis des semaines. C'est là que Sophie, épaulée par l'équipe de Méditerranée solidaire, avait patiemment rassemblé les preuves, messages enregistrés, relevés de géolocalisation, copies de rapports falsifiés, chaque pièce triée et vérifiée. Les enregistrements audio montraient des discussions entre policiers, démontrant que certaines versions des faits avaient été arrangées à l'avance. Des logs extraits des ordinateurs officiels révélaient des modifications suspectes sur les dossiers de plusieurs suspects, toujours selon le même schéma. Des incohérences apparues comme par magie, des preuves disparues au moment opportun. La salle d'audience vibrait d'une tension nouvelle, et ce fut la première fois que le juge Gérard demanda le silence pour écouter chaque mot, sans dissimuler sa surprise. Sophie, avec le calme d'une chef d'équipe déterminée, exposa le tout devant l'Assemblée. Face à la précision des faits, personne n'osa plus défendre la version policière. Claire et Paul gardèrent la tête baissée, incapables de justifier ce que tous découvraient sous leurs yeux. Le moment arriva enfin pour Camille de reprendre la parole, et cette fois, elle n'était plus simplement la prévenue silencieuse qu'on voulait faire passer pour une coupable. On l'invita à s'exprimer, non plus seulement comme accusée, mais comme témoin de ce qu'elle avait vu et subi. Sa voix était claire, posée. Elle raconta comment, depuis des mois, les femmes migrantes passant par Marseille étaient régulièrement ciblées. Elle expliqua que la même méthode s'appliquait toujours. Contrôle préventif, confiscation des papiers, puis disparition des preuves une fois la personne incarcérée ou expulsée. Les témoignages recueillis auprès de Méditerranée solidaire montraient à quel point le phénomène était massif, mais soigneusement étouffé, jusqu'à ce jour. Camille utilisa alors les documents déjà exposés, pointant chaque élément devant le tribunal, décortiquant le mécanisme systématique de manipulation et d'intimidation. Pour la première fois, la salle comprit à quel point la réalité derrière l'uniforme pouvait être fragile.
L'image d'autorité dont jouissaient Claire et Paul s'effritait à mesure que la vérité se révélait, et l'auditoire, stupéfait, se rendait compte qu'ils avaient, jusqu'ici, donné leur confiance à un système qui abusait de son pouvoir. Ce qui pouvait passer pour un simple procès devenait, devant tous, la révélation d'une injustice bien plus large, comme si un rideau venait enfin d'être levé. À peine le dernier document présenté, le silence prit possession de la salle, coupé seulement par le bruit des pages que le juge Gérard parcourait, visiblement sous le choc. Il releva les yeux, s'éclaircit la gorge, puis prononça quelques phrases claires que tout le monde dans la salle n'oublierait pas de sitôt. Sans la moindre hésitation, Gérard ordonna la libération immédiate de Camille. Sa voix était ferme, comme s'il voulait effacer, par cette décision, la passivité dont il avait fait preuve jusqu'ici. Dans le même souffle, il annonça aussi la mise à pied de Claire et Paul, ordonnant leur retenue dans l'attente d'une enquête interne conduite non plus par leurs propres collègues, mais directement sous la responsabilité de Méditerranée solidaire, nouvellement mandatée par l'État pour ce genre de dossier. La nouvelle circula instantanément dans les couloirs du tribunal et jusque dans la rue Félix-Éboué, où quelques dizaines de camarades, venus soutenir Camille, ne purent retenir un cri de joie à l'annonce de sa libération. Mais dans la salle, l'ambiance restait figée. Certains membres du public détournaient les yeux, d'autres observaient Claire et Paul avec une gêne nouvelle, comme s'ils découvraient le vrai visage de ceux à qui ils avaient fait confiance. Gérard, pour sa part, semblait soulagé, mais c'était un soulagement plombé de remords tardifs. Claire et Paul, jusqu'ici si assurés de leur impunité, affichaient à présent un air perdu. Leur certitude s'était effondrée en quelques minutes. On aurait dit qu'ils devenaient spectateurs de leur propre déchéance, pris au piège de leurs habitudes et de leur mépris. Dans leurs gestes, regards fuyants, lèvres tremblantes, on lisait la peur de tout perdre, mais aussi l'incertitude de savoir dans quelle mesure ils avaient été des pions et non des maîtres dans cette histoire. Camille. Une fois, ses poignets libérés des menottes, leva les yeux vers Sophie et ses amis du collectif. Elle ressentit une immense fatigue mêlée à un soulagement, conscient qu'il ne s'agissait pas d'une véritable victoire, mais plutôt d'un début de réparation. Les responsables du tribunal commencèrent à évacuer la salle, chuchotant entre eux, et ce soudain affolement contrastait avec le calme extraordinaire qui régnait désormais autour de Camille. Dehors, le soleil marseillais frappait les dalles de la place, et Camille y retrouva ses proches. La honte et la nervosité restaient palpables chez tous ceux qui avaient, un instant encore, cru veiller sur la justice. Pourtant, à cet instant précis, pour la première fois depuis longtemps, le sentiment de reprendre en main son destin devint possible, pas seulement pour Camille, mais aussi pour toutes ces voix qu'on avait tenté de faire taire jusqu'ici. Dehors, sur le parvis du tribunal, la vie semblait reprendre son cours normal, mais dans les coulisses de la justice, tout s'accélérait. La prise en charge du dossier par Méditerranée solidaire, maintenant appuyée par des agents fédéraux venus de Paris, avait lancé une vague de perquisitions et d'audits dans plusieurs commissariats autour de Marseille. À mesure que les jours passaient, de nouvelles preuves venaient s'ajouter au dossier. On découvrait des accès non autorisés à la salle, d'archives, où certains objets ou documents semblaient avoir disparu mystérieusement à la veille d'audiences cruciales. Les responsables des saisies passaient soudain de nombreux appels à des contacts dont les noms revenaient déjà dans d'autres affaires sur la Côte d'Azur. Camille, désormais libre mais toujours marquée par ce qu'elle avait vécu, retrouvait régulièrement Sophie dans les locaux de l'association. Ensemble, elles compulsaient les documents récupérés, recoupaient les relevés téléphoniques et mettaient à plat les dizaines de rapports médicaux, témoignages et courriels conservés par des bénévoles depuis des années. Ce travail, minutieux, révélait que la corruption et les arrangements ne concernaient pas qu'une poignée de policiers. On découvrait que certains agents échangeaient des informations sensibles avec des groupes spécialisés dans le trafic de documents et le passage de personnes à la frontière franco-italienne.
Ce réseau intercommunal semblait opérer depuis plusieurs années, usant de pression et de menaces pour faire taire ceux qui voulaient parler. Sophie soulignait l'importance de chaque nom qui revenait dans les archives des appels téléphoniques, notant sur son cahier les coïncidences troublantes entre la disparition de certaines preuves et les visites nocturnes notées sur les registres d'entrée des commissariats. Camille, de son côté, repérait dans les dossiers chaque événement lié à son affaire, élargissant peu à peu la perspective. Ce qui, au départ, semblait simplement une injustice individuelle, se révélait en réalité l'axe d'une chaîne de complicité bien plus vaste. L'aspect anodin des paroles échangées au tribunal contrastait totalement avec la dimension du scandale qui prenait forme sous leurs yeux. Au bout du compte, ni Camille ni Sophie ne se faisaient d'illusions sur la suite. L'affaire ne ferait sans doute que commencer à gripper la machine. Mais savoir que la lumière se faisait, enfin, sur ces années de silence, leur donnait le courage d'avancer et d'aider d'autres victimes trop longtemps oubliées. Au fil des semaines, alors que les experts en informatique analysaient les fichiers retrouvés et que les investigateurs relisaient d'anciens rapports poussiéreux, la vérité apparaissait de plus en plus nette. On voyait comment, pendant des années, un petit groupe de policiers et de complicités extérieures avait pu mettre en place un système bien huilé de dévoiement de la justice. Les preuves numériques révélaient que certains mails avaient été écrits puis effacés à des moments stratégiques, tandis que des relevés bancaires témoignaient de mouvements d'argent inexpliqués, dispersés à travers de petites sommes en liquide. Plusieurs suspects, finalement blanchis dans d'autres affaires, trouvaient soudain leur nom dans des échanges codés avec Claire et Paul, et parfois même avec des agents d'autres commissariats de la région. Sophie, aidée de Camille, enfermée de longues heures dans le petit bureau de l'association, passait en revue chaque dossier rouvert. La liste des victimes s'allongeait à vue d'œil. Femmes exilées, arrêtées sur simple soupçon, jeunes sans papier ayant disparu du jour au lendemain après de fausses accusations, familles endettées après avoir payé pour récupérer leurs biens saisis. Plus elles avançaient, plus elles comprenaient que l'enjeu ne se limitait pas à leur victoire personnelle. Derrière chaque témoignage, un système autoritaire s'était maintenu par la corruption, le silence et la peur. Camille était souvent envahie par la colère, mais cette colère, elle la transformait maintenant en énergie pour agir. Elle ne voulait pas seulement voir Claire, Paul et leurs complices punis. Ce n'était pas suffisant. Camille ne cessait de demander à chaque réunion avec le collectif et les avocats que tous les dossiers suspects soient rouvrés, que chaque femme qui avait subi des injustices puisse enfin être réhabilitée. Pour elle, la justice ne devait pas se réduire à une question de vengeance, encore moins à un simple geste symbolique. Il fallait du concret, des réparations pour ceux et celles qui avaient été broyés, des excuses officielles, la garantie que cela ne puisse plus se reproduire. Cela demandait une détermination sans faille, mais aussi la capacité à mobiliser ceux qui jusque-là n'osaient pas élever la voix. Camille savait que tout allait être long, difficile, et que beaucoup essaieraient d'étouffer la marche engagée. Mais elle sentait aussi, entre les murs défraîchis du local associatif, que quelque chose d'irréversible venait de s'enclencher, une volonté collective, prête à reconstruire autrement. Quelques semaines plus tard, alors que le printemps réchauffait enfin Marseille, Camille gravit de nouveau les marches familières du vieux palais de justice situé près du vieux port. Cette fois, elle n'était plus escortée par des policiers, ni menottée comme lors de ses précédentes apparitions. Sur les larges marches usées, elle avançait simplement, accompagnée de Sophie et de plusieurs membres du collectif Méditerranée solidaire. Tout autour, une foule discrète s'était formée. Étudiants de la faculté de droit voisine, journalistes avec leurs carnets et micros, citoyens venus témoigner ou simplement observer. Une atmosphère de respect flottait dans l'air. Ceux qui la voyaient passer s'écartaient avec retenue, comme si son histoire était devenue une affaire de tout le monde.
Camille ne cherchait pas à capter l'attention ni à recevoir les applaudissements. Sa démarche tenait plus du témoignage vivant que de la consécration. Elle savait mieux que personne que ce qu'elle avait traversé relevait moins de l'héroïsme que de la nécessité. Son objectif n'avait jamais été la reconnaissance lumineuse, mais bien de forcer la vérité à remonter à la surface et d'en ouvrir la porte à d'autres. Alors qu'elle avançait, elle sentit plusieurs regards sur elle, mais c'est celui d'une jeune fille, assise sur la rambarde un peu à l'écart, qui retint son attention. Leurs yeux se croisèrent juste un bref instant. Pas un mot n'était échangé, mais ce regard chargé de questions et de respect suffisait à Camille pour sentir le poids symbolique de ses pas. Elle comprenait que décourager la peur montrait à d'autres qu'il était possible de s'opposer et de demander. Justice valait parfois plus qu'un discours. Camille continua son chemin, prenant place parmi ceux venus réclamer la réouverture d'anciens dossiers. Au pied du palais, Sophie posa la main sur son épaule, lui soufflant qu'il fallait tenir bon, que les changements réels se construisaient, jour après jour. Camille acquiesça, consciente que ce combat n'appartenait plus uniquement à elle, mais à tous ceux qui, jusque-là, s'étaient tus. Ce matin-là, Marseille semblait différente, comme si la ville elle-même faisait une pause pour écouter, ne serait-ce qu'un instant, la voix de celles et ceux qui réclamaient une vie plus juste. En rejoignant le groupe qui attendait les nouvelles décisions du tribunal, Camille sentait la force de tout ce qui avait déjà changé, même si le chemin restait long. Elle espérait très simplement que d'ici peu, d'autres puissent gravir les marches du palais avec la même dignité retrouvée et que la routine, lentement, cède la place à la transformation partagée. Le trajet du retour fut silencieux. Camille se laissa porter par la rumeur de la ville qui, de la vieille rue, filtrait à travers les fenêtres du tramway. Lorsqu'elle poussa la porte de son petit appartement du quartier de la Belle de Mai, une sensation étrange l'accueillit. Il n'y avait pas eu de fête, pas de banderole ni d'ovation. Sur le carreau de l'entrée, sa valise traînait, marquée par la poussière des jours passés. Elle n'y avait presque pas touché depuis son arrestation, et la voir posée, là lui rappela d'un coup tout ce chemin, ces heures passées entre murs inconnus et interrogatoires. Pourtant, cette valise avait aussi une autre signification. Elle était la preuve vivante qu'elle avait tenue, qu'elle n'avait pas été brisée. Camille resta un instant dans le couloir, effleurant du bout des doigts le tissu un peu râpé, d'un vieux manteau suspendu, celui-là même qu'elle portait la nuit où tout avait basculé. C'était à la fois douloureux et rassurant, comme une manière de reprendre contact avec elle-même. Elle savait qu'aucune réparation ne pouvait effacer le passé, mais chaque geste, chaque choix répété de continuer à avancer, avait sculpté une force nouvelle au fond d'elle. Bientôt, la routine laisserait place à la réalité du terrain. Il existait tant de femmes dans le même quartier, dans d'autres foyers ou dispersées dans la ville, dont l'histoire n'avait pas encore rencontré d'oreilles attentives. Pour Camille, la vraie justice ne se jouait pas dans les lumières, des salles d'audience, mais lors de visites discrètes, parfois juste assise à côté d'une victime pour écouter, offrir un peu de clarté ou indiquer le chemin vers une association. Elle savait l'importance d'appeler les avocats, de pousser pour rouvrir un dossier, de frapper à des portes là où personne ne voulait ouvrir. Il ne s'agissait pas d'attendre que le monde change tout seul, ni de croire que la victoire était déjà acquise. Camille n'avait pas gagné parce qu'on lui avait rendu sa liberté, mais parce qu'elle avait refusé de laisser d'autres écrire la fin de son histoire. Elle se promit, en posant la main sur sa valise, que le lendemain, elle continuerait pour celles qui n'osaient pas encore. Persister, voilà ce que justice voulait dire pour elle.